cette petite séance, conférence sur le nouveau-né, la prévention de la plagiocéphalie et puis plus général, quelques conseils, quelques idées de comment se déroule la croissance d'un bébé. La plagiocéphalie et de la brachycéphalie. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est deux termes qui définissent une déformation crânienne. La plagiocéphalie, c'est une déformation qui est sur l'arrière de la tête, mais sur un côté. Un enfant qui regarde toujours à droite aura une plagiocéphalie sur l'arrière droit de la tête, par exemple. Et une brachycéphalie, c'est la même chose, mais c'est vraiment un aplatissement du crâne au milieu derrière. C'est un enfant qui est sur le dos et qui ne bouge pas du tout, vous pourrez imager. Les causes de ces déformations crâniennes, il y en a trois principales. La première, c'est une cause positionnelle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, mais l'enfant, tout à coup, il aura un côté préférentiel et il préférera tourner la tête à droite. Pour quelle raison, on ne sait pas exactement. Mais ça peut créer un enfant qui regarde toujours à droite ou qui, quand il dort, se positionne toujours dans cette même position. Ça peut créer une tête plate. La deuxième cause, c'est le torticolis congénital. Donc, de la même manière que nous, on se réveille le matin avec un torticolis et qu'on ne peut plus tourner la tête et que ça fait mal, un enfant peut avoir, un bébé peut avoir un torticolis aussi dès la naissance, sauf que lui ne sait pas que ça va passer, comme on le disait au tout début. Donc il va rester dans cette position et vu qu'il a mal, il ne voudra pas essayer de tourner la tête de l'autre côté. Donc il va rester tout simplement dans la position la moins douloureuse et ça va créer par répercussion une petite tête plate sur l'arrière de la tête. Et ça peut être aussi une plagiocéphalie de naissance. Quand la grossesse est un peu compliquée, où la maman doit être alitée à un bon moment, vu qu'il y a moins de mouvement de la maman, l'enfant va être aussi plus tranquille, plus calme, et c'est possible qu'il se positionne un peu appuyé contre le bassin, par exemple. Ça peut arriver aussi lorsqu'il y a un accouchement qui est long, qui est très long, avec l'enfant qui reste bloqué dans le bassin, pareil, la même chose, la tête va rester un long moment dans la même position, appuyée contre une surface dure. Et vu que le crâne d'un enfant est très malléable, il va assez vite prendre la forme. J'ai vraiment envie de dire que les mamans, ce n'est pas votre faute, c'est la faute de personne, c'est comme ça. C'est avec un cœur de maman, on sait très bien qu'on va tout prendre sur nous, mais si jamais ça devait arriver ou que c'était arrivé, c'est vraiment, vous y êtes pour rien, c'est comme ça. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est pas douloureux. L'enfant, il dit sans rien, il est comme ça. Nous, on a peut-être un bras plus long que l'autre, on est comme ça, et puis voilà. C'est pas douloureux, c'est réversible. Ça veut dire qu'en grandissant, ça va changer, on peut l'accompagner en physio. Il y a aussi les ostéos qui peuvent accompagner. Et puis, des fois, j'ai la question, oui, mais son cerveau, comment ça se fait? Parce que du coup, vu que tout est déplacé, pas de problème. Le cerveau, il va juste là où il a de la place. Donc si à la place d'avoir la place bien rond, il a de la place un peu comme ça, bon, il va aller là où il y a de la place. Comme je vous ai dit avant, la différence entre la plagiocéphalie et la brachycéphalie. Donc ici, en plagiocéphalie, on va avoir une déformation sur l'arrière du crâne, avec des fois les oreilles, les axes des oreilles qui ne seront plus exactement à la même place. Et puis dans les cas les plus sévères de plagiocéphalie, il va y avoir un impact aussi sur le visage, où on aura l'avant du front qui sera plus avancé d'un côté que de l'autre, par exemple, et avec un œil plus petit que l'autre. Et puis, au niveau de la brachycéphalie, c'est pareil, c'est vraiment un aplatissement de l'arrière du crâne, avec du coup un élargissement ici. Et puis, pareil, dans les cas les plus graves, ça se répercute aussi au niveau du visage. Dans la majeure partie du temps, c'est des cas légers qu'on voit, et des plagiocéphalies légères, on en voit moins. Et pareil, c'est réversible, c'est non douloureux, c'est juste comme ça, et on va travailler avec ces petits bouts. Comment prévenir du coup cette plagiocéphalie et ces problèmes de déformation crânienne? On va travailler le positionnement depuis la naissance. Comme on disait au début, c'est important de leur montrer qu'ils peuvent se mettre dans ces positions, que ce soit sur le dos, sur les côtés ou sur le ventre. Mais c'est encore plus important quand on parle de plagiocéphalie parce qu'on veut réduire l'appui qui est toujours du même côté de la tête. Donc on va lui changer ses positions. On va éviter aussi tout ce qui est archémobile. Je sais que dans les magasins de puriculture, on en trouve tout plein, il y a plein de couleurs, c'est génial, c'est magnifique.
Avec ces arches, c'est que souvent ils sont mal positionnés. Quand on met, si maintenant je vous couche un petit bout sur le sol et puis que je vous donne une arche, vous allez lui mettre où automatiquement? On va lui mettre au-dessus du visage parce qu'on veut qu'il le voie, on veut qu'il puisse essayer d'attraper. Le problème, c'est que si on met au niveau du visage, l'enfant aura tendance à faire ça pour voir ce qui tombe du ciel. Et là aussi, on est dans une position où, quand on est comme ça, on est bien. Voilà, je suis bien, je peux rester comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a aussi des risques que ça crée ou que ça aggrave, ou du moins que ça n'aide pas si y a déjà un petit problème au niveau du crâne. Qu'on peut faire si on veut les utiliser, parce que oui, ça peut être sympa pour éveiller l'enfant, si on a un enfant qui reste très passif, pouvoir essayer de le faire changer, jouer, on peut les utiliser par de petits moments et on va plutôt les placer au niveau des jambes. Parce que vu que ce sera au niveau des jambes, sa tête, elle va faire l'inverse. Il va plutôt regarder en bas. Et puis, vu que c'est en bas, il va pouvoir tourner la tête à gauche et à droite pour voir ce qui se passe. Et puis, être aussi attiré par ce qui se passe sur sa gauche et sur sa droite. Une autre chose qui est délicate avec ces arches et ces mobiles, c'est que des fois, si on les met trop longtemps, je dis vraiment, on pose l'enfant, on le laisse tout l'après-midi avec son arche, il va avoir l'habitude que les jouets tombent du ciel. Donc, quand on lui enlève l'arche, pareil qu'avant pour un enfant assis qu'on couche, il ne va pas vouloir aller chercher à côté, mais quel est l'intérêt? De toute manière, il y a tout qui tombe du ciel. C'est pour ça que, ok, pour des petits moments plutôt placés au niveau des jambes. Vu qu'on parle de jouets, on va aussi les placer autour de l'enfant, mais pas autour de sa tête. On va vraiment le placer depuis son bras jusqu'à sa jambe. Là aussi, pour stimuler la rotation de la tête, chercher en bas et puis éviter qu'il vienne se bloquer dans la position qu'il préfère. Le maxi-cosy, c'est la même chose. Le maxi-cosy, c'est génial, c'est un siège auto. L'enfant, vous allez me dire, il est hyper bien maintenu, il risque rien, il est bien couché, il a des coussins de chaque côté de la tête pour bien lui maintenir la tête, c'est génial. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est génial pour la voiture. C'est hyper sécurisé et c'est ce qu'il faut en voiture. Par contre, si ça maintient la tête, l'enfant ne peut pas bouger, tout simplement. Et il suffit que ce soit un petit bébé dans un maxi-cosy un petit peu grand, par exemple, ou qu'il n'y ait pas les coussins sur les côtés, vous avez des enfants qui sont dans une position de cocon. Donc, ils sont bien positionnés, on peut se dire. Sauf que le problème, c'est que la tête est lourde. Donc, vous aurez des enfants qui auront tendance à avoir ça. La tête qui bascule d'un côté, puis qui tourne. Puis une fois qu'ils sont comme ça, c'est lourd de remonter, on lutte contre la gravité. Et puis, tout simplement, si on est bien, on reste. Pour nous aussi, si on est bien dans une position, pourquoi changer? Donc là aussi, les maxi-cosy, c'est très bien pour la voiture. Vraiment, ayez un bon siège auto pour la voiture, c'est très important. Mais par contre, laissez-le dans la voiture. Je sais que c'est encombrant d'avoir une poussette avec, mais ce sera tout bénéf pour l'enfant. Du coup, dans ce même ordre d'idée, on va utiliser plutôt des poussettes plates, pas en cocon. Des fois, on voit un petit peu de tout, mais pas en cocon, vraiment du plat. La même chose pour le couchage à la maison. Un lit, son lit à plat, un matelas plat, rien autour. C'est ce qui sera le mieux pour lui, pour qu'il puisse bouger, parce que l'enfant il a vraiment besoin de bouger, pouvoir explorer ce qui est autour de lui. Et puis voilà, on passe aussi par l'alimentation. Quand l'enfant est allaité, en règle générale, automatiquement la maman va le mettre à gauche et à droite. Donc il y a une alternance des appuis, l'enfant va apprendre que quand il est du côté gauche, il va devoir tourner la tête à gauche, du côté droit, il va devoir tourner la tête à gauche. Quand il est du côté gauche, il va devoir tourner la tête à droite. Ça fait travailler la mobilité de la tête. Quand on leur donne à manger avec le biberon, en tant qu'adulte, on a tendance à toujours les mettre dans la même position parce que pour nous, c'est aussi le plus pratique. Il ne faut pas nous oublier, nous aussi. Donc, on a peut-être plus l'habitude de les prendre dans le bras gauche, qui est plus habile avec le biberon dans le bras droit. Et donc, on aura tendance toujours à leur donner dans le même sens. C'est automatique, on n'y est pour rien, c'est comme ça. Si on peut y penser et donc alterner, faire une fois du côté gauche, une fois du côté droit. Là aussi, ça va permettre à l'enfant, comme pour l'allaitement, d'apprendre à tourner la tête et puis il reste dans cette position un bon moment quand même pendant l'alimentation. Donc c'est du travail caché, si on veut. On peut trouver aussi des super nouveautés qui sont géniales sur le papier, qui s'appellent des coussins anti-tête plate. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, j'ai une image plus tard, je vous montrerai. Mais en gros, pour imager, c'est un donut. Vous avez tous déjà mangé un donut, c'est rond, ça a un trou au milieu. Et donc du coup, le but de ces coussins anti-tête plate, c'est de pouvoir mettre
l'enfant couché sur le dos, puis se dire génial, il n'a pas d'appui sur la tête parce qu'il y a un trou. Oui, mais il y a un trou. Donc du coup, il y a quand même un appui en forme de rond. Et puis, il va avoir une mobilité de la tête qui est restreinte, vu qu'il est maintenu d'une certaine manière. Donc, c'est bien, ça part d'une bonne intention, mais c'est pas idéal. Après, ce qu'on va privilégier, du coup, c'est tout ce qui est portage. Donc, du coup, il y a tout simplement avoir son enfant dans les bras. Au-delà de créer du lien avec son enfant et puis une connexion avec son enfant, on enlève la pression au niveau de la tête quand on l'a dans les bras, tout simplement. Et là aussi, alterner gauche-droite. Et puis, tout dépend de son niveau d'éveil, parce que s'il est fatigué, il aura plutôt tendance à venir se lever, se coucher contre vous, alors que s'il est éveillé, il va plutôt faire l'inverse pour regarder ce qui se passe autour de lui. Donc là aussi, alterner gauche-droite, tout dépend de son niveau d'éveil. Il y a aussi des écharpes de portage ou alors des porte-bébés qui peuvent être utilisées. Donc c'est aussi très bien, mais moi ce que je vous conseille, et on a aussi des prospectus, j'ai plein de petits trucs pour vous après, qui peuvent être utiles, c'est de faire un cours pour comment utiliser correctement une écharpe. Que ce soit pour le petit, pour l'enfant qui soit bien maintenu et qui soit dans une bonne position, et aussi pour nous en tant qu'adultes pour ne pas se blesser. Parce qu'une écharpe mal positionnée peut créer des maux de dos, des maux de bassin, tout dépend comment on est mis. Et donc du coup, ce qui est idéal, c'est de pouvoir, voilà, il y a des cours qui sont dispensés autour de nous. On a une ancienne patiente qui donne des cours aussi. C'est une fois, vous avez une fois, mais ça montre comment faire pour bien se positionner. Ça peut être pas mal si c'est quelque chose qui intéresse. Bien sûr, je ne force jamais personne, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis, je vais vous montrer aussi une façon de prendre bébé dans les bras depuis son lit, depuis la poussette, peu importe, ça fonctionne avec tout, qui lui montre comment faire pour se retourner et comment faire on lui apprend toutes les positions de base. Vous allez comprendre avec la vidéo. Vous avez bébé qui est couché sur le dos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une main sur le ventre, on va l'aider à basculer sur le côté, et puis après on va le soulever sur le ventre pour le ramener sur nous. On est passé par un enroulement, c'est ce qu'il fait quand il se retournera tout seul. Et puis pour le remettre sur son lit, c'est la même chose. On vient remettre la main sur le ventre, on s'avance, nous en tant qu'adulte, on se plie, pour qu'il y ait le moins de bras de levier possible pour l'enfant, on vient le positionner au sol et on le redéroule gentiment. Ça a plusieurs bienfaits cette technique. Déjà pour nous, on se fait aussi moins mal parce qu'on a tendance à venir plus proche de notre enfant, du bébé. Et puis voilà, on continue de travailler les 3 positions fondamentales. Et on évite aussi le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro, c'est quoi? C'est ça. C'est des petits bouts qui sont comme ça, vous venez, vous les prenez sous les bras et automatiquement ils vont faire ça pour rester plaqués le plus longtemps possible au sol parce que je ne sais pas où on m'amène. Et donc cette position-là, on les fait basculer sur le côté, on les prend sur le ventre. Automatiquement quand on est sur le ventre, on est en position pacha si on peut dire. Donc on est bien comme ça. Donc il n'y a aucun problème, on ne risque rien et on voit de où on va vers son parent ou l'adulte qui prend dans les bras. La même chose pour revenir, on bascule à plat ventre, on montre à l'enfant, on va venir ici. Gentiment, il est dans la position, il est bien positionné en bas, il n'y a pas ce réflexe qui peut créer des tensions après en arrière et créer des enfants qui sont très toniques. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut être pas mal, que je montre à tous les parents. Et au début, c'est paraît un peu barbare de le faire, on se dit oui, c'est un peu bizarre, on s'y fait vite. On s'y fait très vite, après on s'en rend pas compte, on le fait. Qu'est-ce qu'on peut faire encore dans la prévention réellement? On va travailler l'enroulement du bassin. On va toujours passer par le jeu. Il ne faut pas que ce soit des contraintes, il faut que ce soit mis dans la vie de tous les jours et que ce soit comme un jeu pour l'enfant. Donc comment travailler l'enroulement du bassin? On va utiliser le moment du change, là où dans tous les cas l'enfant aura les jambes relevées. Et puis automatiquement on va donner des petits bisous sous les pieds du bébé, on va lui faire bousiller avec ses jambes. C'est tout bête, mais on travaille. Dans la bonne humeur, dans le positif, parce que l'enfant crée un lien aussi avec la personne qui est en train de le changer. Et puis ça ne prend pas de temps. On va aussi interagir beaucoup avec l'enfant, que ce soit d'un point de vue visuel ou que ce soit d'un point de vue sonore.
Au niveau de la vision, je vous ai mis aussi une petite frise que vous pourrez voir après sur les différents types de vision par rapport à l'âge de l'enfant. Mais ce qui fonctionne toujours, c'est avec le visage des parents. Quand il est assez proche, l'enfant le voit, il reconnaît et il va suivre. Il va suivre le visage ou alors il va suivre des jouets. Là aussi, on va plutôt prévoir des jouets avec des forts contrastes de couleurs parce que quand ils sont tout petits, ils voient en noir et blanc et flou. Donc, qu'est-ce qu'on voit le mieux quand c'est en noir et blanc? C'est des contrastes blanc-noir, par exemple. Donc, avoir un damier à la maison, ça fonctionne très bien. Et puis, au niveau sonore, que ce soit les voix, que ce soit les jouets qui font du bruit, même si les parents ne l'apprécient pas toujours, ça peut être très utile. Et puis on va stimuler l'enfant avec ses jouets, on va l'aider à se retourner en lui montrant comment faire. Si on le positionne sur le côté, on va faire le bon mouvement pour le positionner sur le côté depuis le dos. Pour le ventre, c'est la même chose, du dos au ventre, hop, on roule tranquillement jusqu'à être sur le ventre. Et puis, jouer avec l'enfant, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ce qui est aussi très important, c'est de respecter les temps de repos de l'enfant. Pour nous, c'est pas grand-chose, mais passer du dos sur le côté, du côté au dos, de l'autre côté, pour un petit bout, ça prend énormément d'énergie. Donc, toujours rester dans un endroit, dans un temps où l'enfant est apte. S'il est malade, on ne force pas. S'il est fatigué, on ne force pas. Si on le fait 3 fois et qu'après il commence à cheminer, ok, on fait une pause tranquille. Pas une course contre la montre, on a le temps. Les écrans sont là, on sait qu'il ne faut pas pour les enfants et tout ça, mais il y a aussi ce côté contact avec les enfants qu'on aurait peut-être tendance à le laisser un peu trop longtemps tout seul sur son tapis alors qu'on est en train de, au final, pas faire grand-chose sur les écrans. Donc là aussi, vraiment privilégier ce lien avec les enfants, qui est très important. Au niveau des traitements, après, on va pouvoir utiliser la physiothérapie. Le but de la physio, ça va être de diminuer la pression sur la tête. Comment on va faire ça? On va déjà voir si l'enfant arrive à bouger sa tête correctement à gauche et à droite. Ce qui est encore plus important, c'est quand il y a un torticolis congénital, où là aussi on va venir travailler le côté qui embête. On va travailler les mouvements des 4 membres aussi, parce qu'un enfant qui a toujours la tête bloquée du même côté, il aura découvert sa main gauche s'il a la tête à gauche. Mais moi, si je lève ma main droite, là je ne la vois pas. Donc du coup, on va venir travailler avec les 2 mains, lui montrer que ces 2 mains existent, lui montrer qu'elles peuvent se toucher, par exemple. On va travailler, bien entendu, l'enroulement du bassin, je l'ai déjà beaucoup parlé, mais c'est que c'est très important. Par ce biais-là, on va travailler les retournements, et puis la position sur le ventre par petits moments, en le stimulant avec un jouet ou avec des phrases positives, des bravos. Ça fonctionne très bien avec les enfants parce qu'ils sont fiers d'eux, quand ils voient dans les yeux des parents que les parents sont fiers aussi. Et puis, on va aussi accompagner les parents. Et pour moi, c'est là que notre rôle est le plus grand, c'est d'accompagner les parents dans toutes les questions qu'ils ont, dans toutes les choses qu'on fait au quotidien, sans spécialement s'en rendre compte, mais en restant toujours très ouvert et sans jugement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Ne pas juger, tant qu'on ne sait pas, on ne fait pas faux. Et puis, on ne connaît pas la vie des gens, donc si tout à coup bébé dormait à plat ventre parce que, on ne sait pas, il y avait peut-être des coliques qui fait que on ne pouvait pas le faire dormir sur le dos et qu'il dormait que à plat ventre, on ne va pas dire à la maman, c'est pas bien, vous aviez le faire dormir sur le dos. Non, tranquille. Pas de jugement, accompagnement des parents, des conseils. Et puis, pour moi, ça c'est une grosse part du travail qu'on fait en physiothérapie, parce que ce qu'on fait en physiothérapie, ça va être réalisé aussi à la maison. Et puis voilà, nous ce qu'on fait, c'est traiter le problème positionnel pour que l'enfant puisse bouger le plus possible, le mieux possible des 2 côtés. Et c'est en grandissant et en étant le plus mobile possible qu'il va réduire la pression de sa tête. Et puis en grandissant, il va muscler les muscles de sa nuque qui vont venir tirer sur la base du crâne, qui vont remodeler aussi la forme de la tête. Donc tout va ensemble. Dans les cas les plus complexes, et là je pense qu'on arrive sur une catégorie qui va m'intéresser, on va parler du casque. C'est uniquement en cas de plagiocéphalie ou de brachycéphalie sévère. C'est pas parce qu'on diagnostique une plagiocéphalie à un enfant qui va porter un casque. C'est chaque enfant son rythme, on voit comment ça évolue. Ce qu'il faut savoir sur le casque, c'est quoi? C'est que c'est indolore, c'est un casque qui est tout léger, donc on ne le sent pas. C'est très bien accepté par l'enfant parce que justement, c'est positionné sur la tête.
En règle générale, il a l'habitude d'avoir quelque chose sur la tête parce que depuis la naissance, on lui met un bonnet pour pas qu'il ait froid. Et donc du coup, c'est positionné sur la tête. Il ne le voit pas, il ne le sent pas spécialement. Et puis, ça lui permet aussi de continuer à bouger librement. J'ai un casque sur la tête, je peux toujours jouer avec mes bras, jouer avec mes jambes, me retourner. Il n'y a aucun frein à son développement moteur s'il y a le port d'un casque. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est passager. Si vous vous cassez un pied, vous allez faire 6 semaines avec un plâtre, si vous avez de la chance de ne pas vous faire opérer. 6 semaines avec un plâtre et des béquilles. Après, on vous enlève le plâtre, vous allez faire 6 semaines avec une attelle, potentiellement des béquilles aussi. Et une fois que vous avez fait vos 12 semaines avec une contention à la jambe, peut-être, si tout va bien, vous pourrez remarcher. Là aussi, avec des séances de physio pour réussir à marcher correctement et plus à boitouiller. Voilà, c'est long. Il faut se dire que c'est la même chose pour un petit bout. Un casque, c'est passager. C'est l'histoire de quelques mois. Ça dépend de chaque enfant. Mais là, j'ai eu une petite, vous verrez les photos après, qui a eu le casque pendant 3 mois. Et puis c'était réglé. Et puis elle avait une plagiocéphalie très sévère qui s'est très bien et très vite remise. Et puis voilà. Puis elle l'a très bien supporté, mais je vous montrerai après. Et puis voilà, c'est pas une contention non plus. Le but du casque, c'est pas de prendre la tête de l'enfant puis de serrer pour le rouler. C'est au contraire de faire un casque qui aura une forme qu'on veut, si on veut, plus ronde, plus anatomique, qu'on va venir positionner sur la diagonale la plus large de la tête. Si je vous perds, vous me dites. C'est vraiment s'il y a un aplatissement ici à l'arrière droit de la tête, ma diagonale la plus grande, ce sera celle-là. Donc on va positionner le casque avec les appuis devant à droite, derrière à gauche. Et puis il y aura du vide. Il y aura du vide derrière à droite et il y aura du vide devant à gauche. C'est comme en pâtisserie. Vous mettez votre appareil à pâtisserie dans votre moule, vous mettez au four, ça gonfle, ça prend la forme. C'est la même chose pour le casque. Le casque est là pour guider la croissance de l'enfant et pas pour venir contentionner le crâne. Je vous montre ici justement les photos de la pépette que j'ai eue. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces images? Donc, c'est déjà quelque chose qui est réalisé ici. Et voilà, celui-là, il a été réalisé à Montaix, si je ne dis pas de bêtises. C'est personnalisable. Les parents ont pu choisir la couleur du casque. Et puis, je ne sais pas si vous voyez trop avec le mur, mais ils ont pu choisir aussi les motifs qu'ils ont mis sur le casque. Là, ils ont choisi des montagnes. Si on veut des petits animaux, on peut mettre des animaux. Si on veut des fleurs, on peut mettre des fleurs, peu importe. Et puis ça, c'est ce que je vous disais avant. Bon, là, elle avait déjà bien grandi, donc du coup, on le voit un peu moins. Mais c'est ouvert en haut. Il y a des trous pour pas que l'enfant ait trop chaud aussi. Et puis, il y a de la mousse dedans. Et on va vraiment venir le mettre. On peut ajuster ici avec le velcro pour ouvrir petit à petit. Il y a des contrôles qui sont faits avec les orthoprothésistes pour voir si le casque est toujours adapté ou pas. Et puis, voilà, les seules choses auxquelles il faut faire attention, c'est que des fois, il peut y avoir, surtout au niveau des oreilles, un peu des... Oh, j'ai plus le terme. Des fois, ils viennent un peu rouges. Juste voir si c'est pas trop serré. Dans ce cas-là, un coup de fil, pouf pouf, il reforme, il n'y a pas de problème. Les casques qui sont portés 23 heures sur 24, c'est conséquent, mais comme on disait, au final, dans la vie du bébé, ça ne changera pas grand-chose. Même des fois, c'est plus facile, parce qu'il a eu l'habitude d'avoir une tête plate, donc pour tourner, c'était compliqué de passer par-dessus la bosse. Et là, il a une tête qui est super ronde, donc du coup, pour tourner de gauche à droite ou de droite à gauche, ça va plus facilement. Un petit point sur le matériel de puériculture. Qu'est-ce qui serait recommandé? Donc, ce serait tout ce qu'on disait, un couchage à plat, avec des poussettes de type landau, comme celle-ci, par exemple, c'est des images d'illustration. Poussette avec un couchage à plat, que l'enfant ait la place de pouvoir bouger, tourner la tête, pouvoir bouger les bras, les jambes. Avoir un tapis à la maison, mais je dirais un tapis mi-dur. Alors, je ne sais pas si vous aviez eu ça avec vos enfants ou quand vous étiez enfant. Moi, quand j'étais petite, j'avais les dalles en mousse avec les A, B, C, D, E, les 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien parce que du coup, ça amortit un petit peu. Ça apprend à l'enfant de pouvoir bouger sans spécialement se taper la tête sur le béton ou sur les planelles.
moi je recommanderais un peu plus justement ce type de tapis, des tapis un peu plus mi-durs que ces tapis couverture. Pourquoi? On en a tous eu aussi. Hein, mais le problème qu'il y a, et ce qu'il faut faire attention, c'est que quand ils commencent à bouger tout seuls et à vouloir se retourner, la chose automatique qu'il va y avoir, c'est qu'ils vont s'accrocher. Donc s'ils s'accrochent à la couverture puis qu'ils se retournent, bah, ils se retrouvent sous la couverture. Et ça, c'est aussi très risqué. Donc plutôt un tapis mi-dur, je dirais. Le lit, la même chose, un lit à plat, un couchage à plat où il n'y a rien dedans, pas de couverture, pas de coussin, pas de jouet. Pour là aussi éviter que pendant la nuit, il tire le jouet et puis qu'il se le mette sur le visage. Une fois qu'il a quelque chose sur le visage, l'enfant panique et il ne sait pas comment faire pour l'enlever. Donc là, on évite tout ça. Une écharpe ou un porte-bébé, si ça peut intéresser les parents. Un siège auto qui va rester dans la voiture. Et puis, comme on disait avant, un chariot de marche, ça ressemble un peu à ça. On en trouve de toutes les sortes, de toutes les couleurs, en bois, en plastique, peu importe. Mais ça peut accompagner le bébé depuis petit au final, parce qu'il y a plein de jeux dessus qui peuvent déjà l'éveiller à vouloir avancer, à vouloir quand il sera prêt à se mettre à genoux. Voilà. C'est pas mal. À l'inverse, ce qu'on va déconseiller, ça va être les maxi-cosy sur la poussette, comme j'ai déjà dit avant, comme ça. Ça va être tout ce qui est transat et balancelle. Là, je mets des gros guillemets. Pourquoi? Parce que ça peut être utilisé. Vous ne pouvez pas avoir un enfant H24 dans les bras, par exemple. À un bout d'un moment, vous devrez faire à manger, à un bout d'un moment, vous devrez aller aux toilettes, peu importe. Ce qui est important, c'est de ne pas les laisser trop longtemps. C'est de ne pas poser l'enfant dans un transat, l'accrocher, puis le laisser, puis qu'il fasse sa sieste dedans, par exemple. Parce que là aussi, c'est des positions où l'enfant est à moitié assis, et puis où il aura, avec la gravité, la tête qui aura tendance, s'il est fatigué, à basculer sur le côté, par exemple. Et donc, on évite de les laisser trop longtemps. Mais bien sûr, par petits moments, si vous êtes en train de cuisiner et que vous voulez l'avoir à côté pour pas qu'il fasse de bêtises ou peu importe, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va éviter aussi les choses magnifiques qui nous ont fait, par exemple, la marque Sophie la Girafe, ou peu importe. Tout ce qui est pouf, siège pour enfant qui a une contention, on évite. Si vous avez retenu, malgré tout ce que je vous ai dit, ce que j'ai expliqué quand c'est assis, quand il y a une contention, c'est que l'enfant n'est pas prêt. Si l'enfant n'est pas prêt, il ne faut simplement pas lui proposer la position. Donc ça, vraiment, à éviter. Des fois, on voit, j'ai une maman qui m'a dit qu'elle avait une bouée pour sa fille. Elle mettait sa fille dans une bouée et puis des fois, quand elle en avait marre, elle se basculait en arrière. C'est pour éviter ça, justement. Donc ça, on évite. Les arches et les mobiles, le coussin de tête plate qui est ici. Du coup, ça, j'en ai déjà discuté. Le cale-bébé, c'est 2 coussins qu'on vient mettre devant et derrière l'enfant en règle générale pour qu'il reste sur le côté. Là aussi, on peut dire oui, c'est bien, parce qu'effectivement, on peut lui permettre de rester un peu plus longtemps dans cette position. Le problème, c'est que si l'enfant accepte moyennement la position ou qu'il n'est pas à l'aise, automatiquement, il va donner un coup de bassin, il va donner un coup de bras et il va se retrouver comme ça, coincé par le coussin, avec la tête dans un sens, le bassin dans l'autre. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Par contre, une chose sur laquelle je suis intransigeante, c'est le yoga. Ça a été une très grande mode, en tout cas quand moi j'étais petite. Je sais que ça existe toujours et que c'est toujours vendu. C'est pas très bien. J'ose dire le terme. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une fausse autonomie. Là aussi, c'est la même chose que ce que je disais avant pour la scie. Si on a besoin de mettre l'enfant dans une position où il tient debout, c'est qu'il ne tient pas encore debout tout seul. Donc que c'est trop tôt pour lui. Et puis le mettre dans un yupala, si on regarde, on positionne l'enfant dedans, une chance sur 2 qu'il ne soit pas assez grand pour toucher le sol avec les pieds. Donc il va être sur la pointe des pieds. Il aura des jouets dessus, d'accord, on lui donne des jouets, mais son jouet tombe depuis là jusque là avec le décalage. Il ne va jamais réussir à aller rattraper son jouet, par exemple. Et puis alors peut-être qu'il va apprendre à avancer les pieds. Le problème qu'il y a, c'est que si, et c'est souvent le cas, vu qu'il y a le siège dedans, ils sont supportés, donc ils ne vont jamais mettre tout le poids sur les jambes. Ils vont avancer sur la pointe des pieds. Il y a des risques que les pieds prennent une mauvaise position. Et puis,
Le pire, si je peux dire, dans tout ça, c'est que vous allez avoir des enfants qui vont courir dans une direction, et pouf, ça tape contre le mur, ou ça tape contre la cuisine, peu importe. Au-delà du fait que ça fait des dégâts sur le mur ou sur la cuisine, ça n'apprend pas les réflexes de protection de l'enfant. Il va courir, c'est rigolo, ça tape, puis ça s'arrête. Mais par contre, quand on l'enlèvera du Yupala et qu'il apprendra à marcher tout seul, il va courir, il va tomber la tête la première, et ça, le réflexe vraiment de venir mettre une main devant pour se protéger, ben, il ne l'aura pas parce qu'il n'aura pas appris à prendre ses appuis pour se mettre debout correctement, pour arriver à cette position justement du debout. Et puis ben, tout ce qu'on a expliqué avant en schéma, appui sur les bras, sur le côté, sur le devant, il ne l'aura pas. Donc ce réflexe d'appuyer avec les mains pour se protéger, il ne l'aura pas non plus, et ça c'est un côté dangereux si on veut. Donc je vais finir avec ça. Si vous deviez retenir une chose, c'est qu'un bébé a besoin de ses parents, il a besoin d'interaction et il a aussi besoin de pouvoir bouger librement.